Bonjour et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Bonjour Émilie Brisavoine. Bonjour. Votre premier film, Pauline s'arrache, a été présenté à Cannes dans une section qui s'appelle L'Acide. Et je trouve le nom d'ailleurs correspond très bien, c'est un hasard, à votre film. Alors Pauline s'arrache sort la semaine prochaine en salle. Vous avez répondu à un entretien de Thomas Fouet, un très bon ami, en lui disant « Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je ferais un film ». Comment expliquez-vous que la réalité est imaginée à la place de vous ? Je pense que la vie, elle est plus intelligente que tout ce qu'on peut programmer, ça c'est sûr. Et on a des nécessités intérieures qui nous dépassent, qui dépassent notre esprit rationnel ou tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est ça qui est fort dans la vie, c'est qu'il y a des surprises. Mais effectivement, non, j'ai pas du tout fait d'études de cinéma. Là, je vous écoutais parler, j'y connais rien. Vous êtes professeur d'art appliqué. Voilà, c'est ça. Votre film a coûté environ 1 seconde du budget de La Guerre des Étoiles. Vous l'avez tourné sur une période de 3 ans. 4-5 ans, ouais. 4-5 ans, ouais. Et pour faire le résumé, pour me débarrasser de cette corvée, mais qui est des fois très belle, j'ai demandé à une brillante étudiante en communication, Inès Chia, de faire le résumé de votre film Pauline s'arrache. Alors, Pauline s'arrache est un documentaire que vous avez filmé sur 4-5 ans, comme vous avez dit, qui suit la vie mouvementée de votre demi-sœur, Pauline, la benjamine, et qui est la seule de la fratrie à être restée vive chez ses parents, des parents peu ordinaires, qui ont fait de Pauline un être extraordinaire. Donc en effet, sa mère est une ancienne reine de la nuit qui est tombée amoureuse d'un jeune homme travesti. Et donc c'est au milieu de tout ça qu'elle a grandi et qu'elle s'interroge. Voilà, elle se demande qui elle est, qui sont ses parents. Et c'est ça qui est émouvant parce que on voit que Pauline est un être libre au final. C'est émouvant parce qu'elle ne le sait pas encore. Et donc à tout cela, vous avez ajouté des images d'archives qui sont à la fois précieuses et surtout improbables. Surtout quand on voit son papa invité chez Jean-Luc Delarue pour une émission de télé-réalité. Et ça donne un certain sentiment de mise en abîme. Ça m'a beaucoup plu. Le montage est très bien fait, en ce qui me concerne, je trouve. Donc c'est vraiment un film tourbillon où les lignes se déplacent sans cesse. On a du mal à la suivre, cette Pauline. C'est ça qu'on aime. Le film devrait changer de titre à chaque seconde. Pauline veut s'arracher. Pauline va s'arracher. Pauline ne s'arrache plus, on ne sait plus. Mais Pauline, elle est là et elle vit. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Émilie, une réaction ? Oui, c'est vrai que j'avais envie de faire un film qui soit un peu comme la vie, c'est-à-dire dans toute sa richesse, son ambivalence, ses surprises, et puis aussi tous ces schémas qu'on reproduit. Donc montrer des personnages qui sont dans leur part d'ombre, leur part de lumière, dans leur part de banalité, puis en même temps dans tout ce qu'ils ont d'extraordinaire. Et l'enjeu, c'était aussi de faire tourner les points de vue, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une vérité univoque, qu'il n'y ait pas un point de vue manichéen, mais qu'au contraire, on puisse être dans la compréhension, c'est-à-dire comprendre les points de vue de chacun, comprendre comment tout le monde s'est construit. Et puis, voilà. Alors, on ne vous voit pas dans le film, on vous entend, hein, c'est d'ailleurs souvent souligné. D'une certaine manière, cette position est presque, mais ne le prenez pas mal du tout, est presque dans la position d'un psychothérapeute familial, avec des images qui permettent aux gens d'accoucher. Certains des plus beaux moments de votre film, c'est quand un personnage face caméra dit « Je viens enfin de comprendre, mais ne ». Je pense qu'inconsciemment, c'était une période assez compliquée, et puis Pauline n'allait pas très bien. Et vous savez, les ados, je ne sais pas si vous avez des enfants ados, mais ils n'ont pas trop envie d'être avec leur famille, ils préfèrent être avec leurs copains. Et moi, je cherchais finalement une manière de l'accompagner, peut-être différente. Et c'est devenu, ces rendez-vous filmés, c'est devenu un espèce de petit rituel entre sœurs. Et en fait, je me suis servie
de l'outil cinématographique pour créer un peu une prise de recul, quoi. Et puis donc à un moment, Pauline aimait bien voir des rushs parce que tout d'un coup elle se rendait compte elle sortait la tête du guidon, elle sortait de tout ce chaos émotionnel dans lequel elle était plongée, et ça lui permettait de prendre la distance et d'éclaircir. Donc en fait, le début du film est monté avec les premiers rushs que j'ai fait, c'est-à-dire que on m'a prêté une caméra et au début j'ai été happée vraiment par l'acte de filmer, c'est-à-dire le fait que filmer quelque chose de la vie ordinaire, ça le rend beaucoup plus intense, et en même temps il y a une prise de recul qui fait que c'est vraiment une expérience même de la vie qui est fascinante. Et donc j'ai enregistré les choses, et au fur et à mesure des années, Pauline a pris cette occasion d'en faire finalement un moyen de mettre au clair, de mettre des mots et d'accoucher par la parole. D'accoucher par la parole, quoi, comme une psychanalyse. Et c'est comme ça qu'on a monté la deuxième partie du film, c'est-à-dire comme une introspection à la fois cinématographique, c'est-à-dire qu'on est dans son monde intérieur, et en même temps, et par la parole, elle fait émerger des choses. On va écouter un extrait justement de la seconde partie de votre film. Maman, l'autre jour, quand il était 3h du matin, vous veniez de vous engueuler, et là elle m'a raconté que sa vie elle était dure et tout. Mais Monique, elle la délaissait, son beau-père il la frappait, elle allait se réfugier chez sa grand-mère. Je peux comprendre pourquoi elle est comme ça au jour d'aujourd'hui, pourquoi elle a fait cette tentative de suicide, pourquoi elle est tombée anorexique, et pourquoi maintenant elle est un peu plus bouboule, pourquoi elle bouffe du chocolat à 1h du matin, pourquoi elle bouffe du pâté à 3h du mat, pourquoi elle fait de l'ordi à 5h du matin, et pourquoi elle a envie de faire des gâteaux comme ça, pourquoi elle nous étouffe d'amour lorsqu'à une époque elle avait pas envie de nous étouffer. Elle rattrape le temps perdu aussi. Elle essaye comme elle peut, mais le problème c'est que moi, nous, nous, ça veut dire on doit s'adapter à vous, à sa façon d'être bien, ou quand elle est bien, on doit être bien, c'est ça. Quand elle n'a pas besoin de nous parce qu'elle avait besoin de ses amis, nous on devait s'adapter à ça, c'est ça. C'est ça qu'on a dû faire. Et c'était comme ça. Ouais, c'était comme ça. Je vais te dire un truc. Toi et maman, vous êtes... Moi, je me suis sentie comme ça avec Abel. C'est que vous êtes des personnes qui avaient vachement... qui a toujours souffert, tu vois. Parce que, en fait, quand on souffre depuis qu'on est tout petit, et ben ça nous reste toujours, tu vois. Et moi, j'ai moins souffert que maman. Si toi, t'as pas connu tes parents, pour moi, c'est du lourd, tu vois. T'as eu tes parents, tu vois, mamie, tu vois, mais... Tu sais pas ce que t'as fait, et je sais pas, ça me pète les couilles, parce que bien sûr que j'aimerais savoir qui c'est, et que je comprends pas qu'on puisse faire ça à des enfants, tu vois. Eh ben oui, mais il faut même pas en vouloir à ses parents, tu vois. Parce que manifestement, moi, c'est même pas à ma mère que je dois en vouloir, ce serait plus à la mère de ma mère, qui, elle, en plus, a tout fait pour cacher le lieu de naissance dans lequel je suis né. On m'a fait croire pendant 30 ans que j'étais né à Nanterre, alors je suis né à Neuilly. Thomas, Christophe, si vous voulez intervenir, ne vous gênez pas. J'avais une question pour Émilie. Vous avez dit en préambule que vous ne pensiez pas faire du cinéma. Donc est-ce que ça veut dire que pendant que vous filmiez, vous envisagiez de faire ça pour le cercle familial intime? Et comment c'est arrivé sur le bureau d'un producteur? En fait, quand j'ai filmé, je filmais parce que, je sais pas, ça me démangeait. J'avais aucun projet où je me disais pas, je vais faire une psychanalyse à ma famille. Enfin... je sais pas, je filmais aussi parce que c'était une manière d'être avec Pauline. Et puis parce que aussi ça me plaisait de filmer. Enfin, moi, je sais que mon papy m'a filmé des heures et des heures pendant toute mon enfance. Il kiffait filmer, quoi. Les gens prennent des milliers de photos de leurs enfants. Enfin, voilà. Quand on aime les gens, on a envie de les filmer. Et après, c'est vrai qu'à un moment, j'avais tellement de matière. Et puis ma famille a tellement de ressources mélodramatiques. J'ai un ami qui m'a dit, tu pourrais vraiment faire un film. Et du coup, il m'a présenté un ami producteur à qui j'ai montré une sélection d'1 heure de rush. Et le producteur Nicolas Antomé a été OK. Et il m'a présenté Karen Benenous, ma monteuse. Et en fait, tout le film a été écrit au montage. Et là, l'enjeu, c'était vraiment de dépasser... parce que, mes petits délires mes aspirations d'enfant qui veulent sauver sa famille, ça me regarde moi. Et la psychanalyse de ma famille, ça regarde ma famille. Mais l'enjeu, c'était pas de faire une énième VHS pour la famille, mais c'était de faire un film de cinéma qui touche justement à des questionnements universels. C'est-à-dire que là, on a une famille hyper atypique,
Mais pour moi, le film soulève des problématiques inhérentes à tout type de famille, qu'importe si c'est un packaging plus traditionnel. Dans votre film, il y a un plan où on voit un nounours renversé. Et j'ai trouvé une métaphore, en fait. Ce nounours renversé, on a tous envie de voir nos peluches droites. Et là, j'ai vu comme ça une sorte de décalage entre les aspirations de la jeunesse et les obligations de la réalité. C'est aussi un peu ce qu'on a entendu dans cet extrait. On confronte ce qu'on voulait avoir avec ce qu'on a. Et ce nounours, il est entre les deux. Oui, en fait, Pauline reproche à ses parents de ne pas être normaux. Elle aimerait avoir une famille normale. Et en fait, ça, c'est une question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que c'est qu'une famille normale ? Puisque même si les familles peut-être plus traditionnelles dans la forme, je ne connais aucune famille normale. C'est un fantasme collectif. Et effectivement, il y a des images d'Épinal ou publicitaires qu'on peut voir dans certaines formes de représentation, mais la famille normale n'existe pas. Et l'enjeu du film, c'est justement de montrer que sa famille, de toute façon, on doit se la gratter, quoi. Donc, il faut l'accepter. Et l'acceptation, elle vient par le dialogue et par la compréhension. Et l'enjeu, c'est de dire qu'on peut s'arracher, non pas par la rupture, mais par l'empathie, la compréhension et l'apaisement. Pauline dit dans le film, j'ai l'impression d'avoir fait le parcours du combattant. Vous aussi, en tant que réalisatrice ? Ouais. Ah ouais. Parce que en fait, j'ai fait un film par hasard, mais je pense qu'il faut être un peu masochiste pour faire des films, parce que c'est vraiment dur. C'est vraiment très dur. Et je m'attendais pas à ça. Enfin, de toute façon, je fais souvent les choses par hasard. Je fais les choses qui viennent et qui me sont nécessaires quand je suis en train de les faire. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et c'est douloureux à chaque étape, en fait. Alors, malgré tout, est-ce que vous êtes prête, psychologiquement, à affronter le petit questionnaire rituel de la fin d'émission ? Oui. Jingle. Émilie Brisavoine, merci de vous plier à ce petit jeu auquel tous les invités ont droit. Où est-ce que vous étiez lors du passage à l'an 2000 ? J'étais à la montagne dans un centre de vacances pour agents EDF avec mon papa et mon frère, et puis on faisait la fête. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? Je crois que c'est Le Prophète de Khalil Gibran. Si demain matin vous pouviez partir avec votre famille, vos amours, votre travail, vos animaux, tout, dans quelle ville est-ce que vous vous installeriez ? À chaque fois que je voyage, je fantasme à mort sur toutes les villes, je m'imagine y vivre, et puis en fait quand je rentre à Paris, je me dis c'est trop bien Paris. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, une seule personne, une seule soirée, ce serait qui ? Bon, je pense que la nana est pas très drôle, mais Émilie Brontë est quelqu'un qui me fascine parce qu'elle est tellement... Le décalage entre sa vie et ce qu'elle écrit, notamment Les Houles de Levant, est tellement énorme que ça m'intrigue beaucoup, toute cette violence et cette passion par rapport à cette vie solitaire. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et que vous vous dites ça a assez duré, que vous souhaitiez enterrer l'âge de guerre. Quel DVD vous lui offrez ? Dumb and Dumber des frères Farrelly. Inattendu. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans un musée face à une toile en vous disant mais cette toile, mais c'est moi ? J'ai senti une certaine proximité sur les portraits du Fayoum au Louvre. Vous savez, ce sont des portraits sur des bois peints, c'est des portraits funéraires. Et je trouve que je pense pas que c'est moi, mais il y a quelque chose de très près. Et une dernière question, est-ce que dans les moments qui précèdent une grande décision qu'il faut prendre, d'un point de vue professionnel, vous avez un toc ou un gris-gris ? Je rappelle souvent que Marguerite Duras disait qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que si son lit, derrière elle, était fait impeccablement. Est-ce que vous avez des tocs ? Non, mais si vraiment je dois prendre une décision, j'essaye d'imaginer que je passe l'aspirateur dans ma tête. Faut le passer en vrai aussi, hein ? Oui, aussi, ça marche. Merci beaucoup, Émilie Brisavoine. Inès Chia, qui a fait une très belle présentation de Pauline Sarrache. Merci.
Je souhaite une très bonne fête à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Fréquences Protestantes et merci à Emmanuel pour la mise en onde. À bientôt.